Imaginez. Vous consacrez toute votre vie à aimer un enfant qui n'était pas le vôtre par le sang, mais que vous avez choisi, protégé, élevé comme le plus précieux des trésors. Véronica avait pris dans ses bras un bébé abandonné et lui avait juré qu'il ne serait plus jamais seul. Elle l'a nourri, encouragé, construit une vie entière autour de lui. Mais parfois, ceux que l'on aime le plus sont ceux qui nous brisent le plus profondément. Son fils, Steve, manipulé par une femme pleine de poison, allait trahir d'une façon qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Une trahison qui briserait son cœur, son corps, mais pas son esprit. Restez bien avec nous jusqu'à la fin de cette histoire bouleversante, car la décision que Véronica a prise après cette nuit tragique changera tout. Avant de plonger dans ce récit, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de la partager autour de vous, et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Véronica avait 64 ans. Elle n'avait jamais été mariée. Dans sa jeunesse, elle avait toujours rêvé d'avoir une famille, un enfant à aimer et à chérir. Mais parfois, la vie ne suit pas nos rêves. L'homme idéal n'était jamais apparu, et les années avaient commencé à passer. Pourtant, le désir dans son cœur de devenir mère ne s'était jamais éteint. C'était une petite lumière chaleureuse qui ne s'éteignait jamais. Ainsi, à la fin de la trentaine, elle prit une décision courageuse et magnifique. Elle se rendit dans un orphelinat, un foyer pour enfants sans famille, et elle leur dit qu'elle voulait adopter un bébé. Le jour où ils placèrent un petit garçon de 3 mois dans ses bras, le monde de Véronica changea à jamais. Il était si petit, si parfait. Il avait une petite touffe de cheveux noirs et de grands yeux curieux. Lorsqu'elle le tenait, il enroula sa petite main autour de son doigt. À cet instant, le cœur de Véronica déborda d'un amour qu'elle n'avait jamais cru possible. Elle le nomma Steve. Les gens de l'orphelinat lui racontèrent le peu qu'ils savaient sur lui. Ils lui dirent qu'il avait été trouvé abandonné, laissé dans un endroit où aucun bébé ne devrait jamais être, dans une poubelle. Ils avaient essayé de retrouver ses parents, mais en vain. Il était tout seul au monde. Véronica baissa les yeux sur le petit bébé endormi dans ses bras et lui fit une promesse silencieuse. « Tu n'es plus seule maintenant, » murmura-t-elle. « Je suis ta mère maintenant. Je t'aimerai pour toujours. Je te protégerai toujours et je ne te laisserai jamais partir. » Elle décida à ce moment-là qu'elle ne lui dirait jamais comment il était entré dans sa vie. Pourquoi le ferait-elle? C'était une histoire de tristesse et d'abandon. Elle lui donnerait une nouvelle histoire, une histoire qui commençait et se terminait par son amour. Il serait son fils, et elle serait sa mère. C'était toute la vérité dont il aurait besoin. Véronica était une mère merveilleuse. Elle travaillait comme bibliothécaire scolaire, un métier qu'elle aimait car il était calme et l'entourait d'histoire. Mais sa vraie vie, son travail le plus important, commençait lorsque la cloche de l'école sonnait à la fin de la journée. Tout son monde tournait autour de Steve. Elle préparait son déjeuner tous les matins, y glissant toujours un petit mot disant « Passe une belle journée, mon doux garçon. Avec amour, maman. » Quand il était petit, elle lui lisait des histoires au coucher chaque soir, sa voix douce donnant vie à des récits de chevaliers courageux et de terres magiques. Elle lui apprit à faire du vélo dans le parc, tenant le siège à l'arrière et courant derrière lui jusqu'à ce qu'il puisse pédaler tout seul. Elle l'encourageait le plus fort lors de ses matchs de football à l'école, même quand il faisait froid et qu'il pleuvait. Elle l'aidait avec ses devoirs à la table de la cuisine, expliquant patiemment les problèmes de mathématiques jusqu'à ce qu'il comprenne. Tout ce qu'elle avait, elle le lui donnait. Elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais Steve n'avait jamais l'impression qu'il lui manquait quelque chose. Il avait quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Il avait une mère qui l'adorait complètement. Et Steve grandit pour devenir un homme bien, du moins c'est ce qu'elle pensait. Il était beau et intelligent. Il réussissait bien à l'école et entra dans une bonne université. Il obtint un emploi de manager dans une grande entreprise de transport, avec un très bon salaire. Véronica était si fière que son cœur aurait pu éclater. Elle regardait cet homme grand et prospère et voyait encore le petit bébé qui avait enroulé sa petite main autour de son doigt. Tout son travail acharné, tous ses sacrifices, tout cela en valait la peine. Son fils était heureux. Il réussissait. Sa vie était complète. Puis, quand Steve eut 28 ans, il ramena une femme à la maison pour la rencontrer. Elle s'appelait Jessica. La première fois que Véronica vit Jessica, elle remarqua sa beauté. Elle était grande et mince,
avec de longs cheveux blonds et des vêtements qui semblaient très coûteux. Véronica, dans sa robe simple, ouvrit la porte avec un sourire chaleureux et accueillant. « C'est tellement merveilleux de vous rencontrer enfin, Jessica, » dit Véronica, sa voix pleine de gentillesse. « Steve m'a tellement parlé de vous. » Jessica sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Ses yeux balayèrent rapidement la petite maison confortable de Véronica. Des courtes pointes faites main sur le canapé aux meubles en bois simple. C'était un regard que Véronica ne comprenait pas tout à fait, mais qui l'a mis un peu mal à l'aise. Ils s'assirent tous pour dîner. Véronica avait passé toute la journée à cuisiner le plat préféré de Steve, du poulet rôti avec de la purée de pommes de terre et de la sauce. Mais Jessica toucha à peine à son assiette. Elle repoussa les pommes de terre sur son plat et se plaignit doucement qu'elle suivait un régime spécial. Pendant le repas, Véronica essaya de faire la conversation. Elle demanda à Jessica des nouvelles de sa vie, de sa famille, de son travail. « Oh, je n'ai pas de travail », dit Jessica avec un petit rire, comme si l'idée était ridicule. « Mon temps est bien trop précieux pour ça. » Plus tard, pendant le dessert, Jessica regarda Véronica et dit « Vous savez, j'ai toujours dit que toutes les belles-mères sont pareilles. Elles sont toutes méchantes. Elles veulent que leurs fils soient de petites marionnettes qui font tout ce qu'elles veulent. Elles ne supportent pas quand une autre femme entre dans la vie de leur fils. » Véronica fut tellement choquée qu'elle ne sut quoi dire. Elle regarda Steve, s'attendant à ce qu'il dise quelque chose pour la défendre. Mais Steve se contenta de rire nerveusement. « Oh, Jessica plaisante, maman, dit-il. » Mais Véronica savait que Jessica ne plaisantait pas. Elle pouvait le voir dans le regard froid et dur de ses yeux. Cette femme ne l'aimait pas, et elle avait décidé de ne pas l'aimer avant même de la rencontrer. Quelques mois plus tard, Steve et Jessica se marièrent. Ce fut un mariage très rapide. Véronica ressentit une appréhension, une profonde inquiétude dans son cœur, mais elle la garda pour elle. Elle voulait que son fils soit heureux. Ils emménagèrent dans une grande maison neuve que Steve avait achetée. Véronica pensa que son fils, maintenant marié, n'aurait plus autant besoin d'elle. Mais elle découvrit rapidement que ce n'était pas le cas. Les disputes commencèrent presque immédiatement. Jessica voulait plus, toujours plus. Une voiture plus chère, des vacances plus luxueuses, plus de vêtements de créateur. Et elle continuait à dire des choses terribles sur Véronica. Steve venait rendre visite à sa mère, le visage plein d'inquiétude. « Jessica dit que tu essaies de nous séparer », lui disait-il. « Elle dit que tu m'appelles tout le temps juste pour me contrôler. »« Ce n'est pas vrai, mon fils, » répondait Véronica, le cœur douloureux. « Je t'appelle seulement pour savoir comment tu vas. Je t'aime. » La dispute finale eut lieu 3 mois seulement après le mariage. Jessica dit à Steve qu'il devait faire un choix, soit elle, sa femme, soit sa mère. Elle déclara qu'elle ne pouvait pas vivre dans un mariage où sa mère était si importante. Elle lui dit que s'il l'aimait vraiment, il couperait complètement Véronica de sa vie. Steve vint chez Véronica ce soir-là. Ses yeux étaient rouges et son visage plein de douleur. Il lui raconta ce que Jessica avait dit. « Je lui ai dit non, » dit Steve, la voix ferme. « Je lui ai dit que tu es ma mère. Tu es la personne la plus importante dans mon monde. Je ne t'abandonnerai jamais pour qui que ce soit. » Véronica serra son fils fort dans ses bras, des larmes de soulagement et d'amour dans les yeux. Mais elle savait aussi ce que cela signifiait. Quelques jours plus tard, Steve lui annonça que Jessica l'avait quitté. Ils divorçaient. L'année suivant le divorce fut difficile pour Steve. Il était brisé et seul dans cette grande maison vide. Le cœur de Véronica souffrait pour lui. Alors elle prit une autre décision, un autre acte d'amour. Elle fit quelques valises et emménagea chez lui. « Juste pour un petit moment, » lui dit-elle, « juste jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Aucun de mes fils ne devrait être tout seul. Je serai là pour cuisiner pour toi et garder la maison en ordre. Nous traverserons cela ensemble. » Et pendant un temps, ce fut bien. C'était comme au bon vieux temps. Ils dînaient ensemble tous les soirs, et Steve lui racontait sa journée. Il recommença à sourire. La tristesse dans ses yeux commença à s'estomper. Véronica était si heureuse d'être là, de prendre soin de son fils. Elle se sentait nécessaire. Elle sentait qu'elle avait guéri son cœur brisé. Elle n'avait aucune idée qu'une tempête bien plus sombre se préparait,
une tempête qui changerait tout pour toujours. Pendant presque un an, la grande maison de Steve retrouva l'ambiance d'un vrai foyer. Le silence lourd laissé par Jessica fut remplacé par les sons chaleureux et réconfortants de la vie. Il y avait le doux cliquetis des assiettes pendant que Veronica cuisinait dans la cuisine, le bourdonnement discret de l'aspirateur, et surtout, il y avait des rires. Steve riait à nouveau. La présence de Veronica était comme le soleil du matin après une longue nuit sombre. Elle ne demandait rien. Elle donnait simplement. Elle se levait tôt chaque matin pour préparer un bon petit déjeuner à Steve avant qu'il parte au travail. Elle lui préparait un déjeuner, comme quand il était petit. Quand il rentrait le soir, fatigué de sa longue journée, un délicieux repas chaud l'attendait sur la table. Elle l'écoutait parler de son travail, de ses problèmes avec ses employés, ou d'une anecdote amusante qui s'était produite dans sa journée. Elle écoutait de tout son cœur, les yeux pleins d'amour et de soutien. La maison était propre, le linge toujours fait, et il y avait une sensation de paix qui avait manqué pendant très longtemps. Steve semblait guérir. La profonde tristesse dans ses yeux fut remplacée par une étincelle familière. Il recommença à sortir avec ses vieux amis le week-end. Il rentrait à la maison et disait à sa mère, « Tu avais raison, maman. Je me sens tellement mieux avec toi ici. Ça m'a sauvée. » Et pour Veronica, entendre ces mots était tout. Son cœur était plein. Elle sentait qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait vu son fils souffrir et elle était venue l'aider à guérir. C'était son but. C'était l'amour d'une mère. Elle était heureuse, vraiment heureuse. Mais le bonheur peut parfois être fragile. Un soir, environ un an après que Veronica avait emménagé, le téléphone sonna. Steve répondit. Veronica était dans la cuisine, en train de laver la vaisselle du dîner. Au début, elle n'y prêta pas attention, mais elle remarqua un changement dans la voix de Steve. Il parlait à voix basse, doucement. Il lui tournait le dos, comme s'il ne voulait pas qu'elle entende. Quand il raccrocha, il resta là longtemps, fixant le mur. « Qui était ce, mon chéri ?» demanda Veronica, essuyant ses mains sur un torchon. Steve se retourna lentement. Il y avait une expression étrange sur son visage, un mélange de surprise et de quelque chose d'autre, qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. « C'était Jessica, » dit-il doucement. Le cœur de Veronica fit un petit bond. Jessica. C'était un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis très longtemps, un nom qui ramenait des souvenirs d'inquiétude et de tristesse. « Oh !» dit-elle simplement. Elle attendit qu'il en dise plus. « Elle veut me rencontrer », continua Steve, évitant de regarder sa mère. « Elle veut prendre un café. Elle dit qu'elle a besoin de me parler. Elle dit qu'elle est désolée. » Veronica sentit un nœud d'inquiétude se former dans son estomac. Elle se souvenait de la froideur dans les yeux de Jessica. Elle se souvenait des mots cruels. Mais elle regarda son fils et vit la confusion sur son visage. C'était un homme adulte. Elle ne pouvait pas lui dire quoi faire. Elle devait lui faire confiance. « Eh bien, » dit Veronica, sa voix douce et prudente, « c'est surprenant. Que vas-tu faire ?»« Je ne sais pas, » répondit Steve. « Je lui ai dit que j'y réfléchirais. » Quelques jours plus tard, Steve lui annonça qu'il allait rencontrer Jessica. « Ce n'est qu'un café, maman, » dit-il en voyant l'expression d'inquiétude sur son visage. « Je veux juste entendre ce qu'elle a à dire, c'est tout. » Mais ce n'était pas juste un café. C'était le début. Quand Steve revint de cette rencontre, il était silencieux. Il semblait perdu dans ses pensées. Veronica lui demanda comment ça s'était passé. « C'était correct, » dit-il. « Elle a changé, maman. Vraiment. Elle était très désolée pour tout. Elle a pleuré. Elle a dit que me quitter était la plus grosse erreur de sa vie. » Veronica hocha simplement la tête. Au fond de son cœur, elle n'y croyait pas. Les gens comme Jessica ne changeaient pas si facilement, mais elle garda ses pensées pour elle. Elle ne voulait pas éloigner son fils. Ils commencèrent à se voir plus souvent, d'abord pour un café, puis pour un dîner. Jessica était sur son meilleur comportement. Elle était douce avec Steve. Elle était charmante. Elle lui disait tout ce qu'il voulait entendre. Elle lui dit qu'elle avait été insensée et égoïste et qu'elle avait passé l'année précédente à réaliser qu'il était le seul homme qu'elle avait vraiment aimé. Et Steve, qui était encore seul au fond de lui, commença à la croire. Puis, très lentement, très habilement, Jessica commença son véritable travail.
Elle commença à planter de petites graines de poison dans l'esprit de Steve. Le poison était toujours dirigé contre une seule personne, sa mère. Cela commença par de petits commentaires. « Ta mère est tellement gentille », disait Jessica avec un sourire parfait et innocent. « C'est tellement merveilleux qu'elle prenne soin de toi comme ça. Mais ne trouves-tu pas ça un peu étrange, un homme adulte comme toi ayant sa maman qui vit avec lui ?» Au début, Steve défendait Veronica. « Elle ne vit pas juste avec moi », disait-il. « Elle m'a aidé quand j'étais au plus bas. J'étais un désastre après le divorce. »« Oh, je sais, répondait Jessica, sa voix pleine d'une fausse sympathie. Et c'était tellement gentil de sa part. Mais je m'inquiète pour toi. J'ai l'impression que peut-être notre mariage a échoué parce que nous n'avons jamais eu l'occasion d'être seuls. Ta mère était toujours là, tu sais, pas dans la maison, mais toujours dans ta tête. Peut-être que je sentais que je ne pouvais jamais rivaliser avec elle. » Elle était très habile avec ses mots. Elle déformait la vérité juste assez pour la rendre crédible. Elle faisait passer l'amour de Veronica pour du contrôle. Elle faisait passer ses soins pour de l'ingérence. Et lentement, goutte à goutte, le poison commença à faire effet. Steve commença à voir sa vie différemment. Quand il rentrait chez lui et que sa mère lui avait préparé un bon repas, une nouvelle pensée entrait dans son esprit, une pensée qui n'était pas la sienne. Elle me traite comme un enfant. Quand elle lui demandait comment s'était passée sa journée, il entendait la voix de Jessica dans sa tête. Elle essaie de te contrôler. Il commença à changer. Il devint distant. Il cessa de parler de sa vie à Veronica. Il rentrait du travail, mangeait son dîner en silence, puis allait dans sa chambre pour parler au téléphone avec Jessica pendant des heures. La chaleur dans la maison commença à disparaître. Elle fut remplacée par un silence tendu et inconfortable. Veronica sentait son fils lui échapper, et elle ne savait pas pourquoi. Son cœur était rempli d'une douleur profonde et confuse. Elle essaya de lui parler un soir. « Steve, est-ce que tout va bien? Tu sembles tellement loin ces derniers temps. Ai-je fait quelque chose qui t'a contrarié ?» Steve la regarda, et pour la première fois, elle vit une lueur de colère dans ses yeux. C'était une colère froide, une colère qu'elle n'avait jamais vue de sa part auparavant. « Tout va bien, maman, » dit-il, la voix tranchante. « Peut-être que tu devrais arrêter de t'inquiéter autant pour moi. Je ne suis plus un petit garçon. Je peux me débrouiller tout seul. » Ces mots la frappèrent comme une gifle. Elle avait passé toute sa vie à s'inquiéter pour lui, à prendre soin de lui. C'était tout ce qu'elle avait toujours fait. Maintenant, il rejetait son amour comme si c'était une mauvaise chose. Les disputes commencèrent à devenir plus fréquentes. Elle portait toujours sur des choses petites et insignifiantes. « Pourquoi as-tu déplacé mes papiers sur mon bureau ?» lui lançait-il sèchement. « Je les avais organisés. »« Je faisais juste le ménage, mon chéri, » expliquait-elle, le cœur battant vite. « Eh bien, ne le fais pas. Laisse mes affaires tranquilles, » criait-il. Une autre fois, il se plaignit de la nourriture qu'elle avait préparée. « C'est trop salé, maman. Tu ne peux rien faire correctement ?» Veronica fixa son assiette, les yeux remplis de larmes. Elle avait cuisiné pour lui toute sa vie. Il avait toujours aimé sa cuisine. Qu'est-ce qui avait changé? Elle savait ce qui avait changé. C'était Jessica. Elle était de retour dans sa vie et elle retournait son fils contre elle. Veronica sentit une vague de désespoir l'envahir. Elle le perdait. Elle perdait son garçon à cause des mensonges de cette femme. La pire dispute eut lieu un samedi après-midi. Steve venait de rentrer d'un déjeuner avec Jessica. Il entra dans la maison avec un regard sombre et en colère. « Jessica m'a dit quelque chose aujourd'hui, maman, » dit-il, sa voix dangereusement calme. « Qu'est-ce que c'est, Steve ?» demanda Veronica, le cœur lourd. « Elle m'a dit que la vraie raison pour laquelle elle m'a quitté, la vraie raison pour laquelle notre mariage s'est terminé, c'est à cause de toi. » Veronica resta sans voix. « Quoi? C'est un mensonge, Steve. Tu étais là. Elle t'a donné un choix, elle ou moi. Et tu m'as choisi. Tu me l'as dit toi-même. »« Ce n'est pas ce qu'elle dit, » répondit Steve, sa voix devenant plus forte. « Elle a dit que tu m'empoisonnais toujours contre elle. Tu disais toujours du mal d'elle dans son dos. Tu voulais qu'on se sépare parce que tu ne pouvais pas supporter de me voir heureux avec quelqu'un d'autre. Tu me voulais pour toi toute seule.
Véronica sentit l'air quitter ses poumons. Elle regarda son fils, cet homme qu'elle avait élevé depuis bébé, et elle ne pouvait pas croire les mots qui sortaient de sa bouche. Il croyait ses mensonges tordus plutôt qu'elle. « Steve, ce n'est pas vrai, » dit-elle, des larmes coulant sur son visage. « Tu es mon seul fils, mon seul enfant. Ton bonheur est tout ce que j'ai toujours voulu dans ce monde. Je ne ferai jamais rien pour te faire du mal. »« Je ne te crois plus, » dit-il, ses yeux froids comme la glace. « Jessica avait raison à ton sujet depuis le début. Tu es la raison pour laquelle ma vie est un désastre. » Il se retourna et s'éloigna, claquant la porte de sa chambre derrière lui. Véronica resta seule dans le salon, son corps tremblant de sanglots. Le cœur qui avait autrefois été si plein d'amour et de fierté était maintenant brisé en 1000 morceaux. Un vent froid soufflait dans le cœur de son fils, un vent envoyé par Jessica. Mais Véronica, dans sa douleur et sa confusion, n'aurait jamais pu imaginer la terrible tempête violente qui allait éclater. Après cette dispute terrible, la maison devint un lieu de silence profond et froid. La chaleur que Véronica y avait apportée avait disparu, chassée par les mots en colère de son fils. Elle se sentait comme une étrangère dans sa maison, une invitée qui n'était plus la bienvenue. Elle commença à se faire petite, à occuper le moins d'espace possible. Elle restait dans sa chambre la plupart du temps, lisant ses livres, essayant de ne pas être sur son chemin. Elle sortait seulement pour cuisiner et nettoyer, se déplaçant dans la maison comme un fantôme silencieux. Elle faisait ces choses parce que c'était tout ce qu'elle savait faire. Prendre soin de lui faisait partie d'elle, comme les battements de son propre cœur. Elle espérait, avec un espoir désespéré et douloureux, qu'en étant assez silencieuse, assez bonne, son fils d'avant reviendrait. Steve la traitait comme si elle était invisible. Il passait devant elle dans le couloir sans un mot. Il s'asseyait à la table du dîner, mangeant la nourriture qu'elle avait préparée, et fixait son téléphone tout le temps. Il ne partageait plus sa journée avec elle. Il ne riait plus. C'était un homme dur, fermé, et le cœur de Véronica souffrait chaque fois qu'elle le regardait. Elle restait éveillée la nuit dans la chambre d'amis, écoutant. Elle entendait le murmure bas de sa voix alors qu'il parlait au téléphone avec Jessica pendant des heures. Elle ne pouvait pas entendre les mots, mais elle pouvait les imaginer. Elle pouvait imaginer le poison que Jessica instillait dans son oreille nuit après nuit, le retournant contre la seule mère qu'il avait jamais connue. Véronica se sentait si perdue. Elle se regardait dans le miroir et voyait le visage d'une vieille femme fatiguée et triste. Que avait-elle fait de mal? Elle l'avait trop aimé. Était-ce un crime? Elle lui avait donné toute sa vie, et maintenant, elle avait l'impression que sa vie ne valait rien pour lui. Elle pleurait souvent silencieusement dans son oreiller pour qu'il n'entende pas les sons de son cœur brisé. Un matin, après que Steve fut parti au travail, Véronica décida qu'elle devait faire quelque chose. Elle ne pouvait plus supporter l'atmosphère lourde et triste de la maison. Elle décida de nettoyer. Elle nettoierait toute la maison de fond en comble. Elle la ferait briller. Peut-être, pensa-t-elle avec une lueur d'espoir, peut-être que s'il rentrait dans une maison belle et propre, cela le rendrait heureux. Peut-être que cela lui rappellerait combien elle se souciait de lui. Elle enfila son vieux tablier de ménage et se mit au travail. Elle dépoussiéra les meubles. Elle passa l'aspirateur sur les tapis. Elle lava les fenêtres jusqu'à ce qu'elles scintillent au soleil. Cela faisait du bien d'être occupée, de faire quelque chose avec ses mains. Pendant quelques heures, elle pouvait presque oublier la froideur dans les yeux de son fils. Elle était dans le salon, balayant le sol. Elle fredonnait une petite mélodie, une chanson qu'elle chantait à Steve quand il était bébé. Le salon était grand, et sur l'un des murs était accrochée une grande horloge ronde. C'était une belle horloge, que Steve avait achetée quelques années auparavant. Il en était très fier. Véronica balayait près de ce mur. Elle ne faisait pas très attention. Elle était perdue dans ses souvenirs d'un temps plus heureux, un temps où son fils lui souriait, un temps où il l'enlaçait et l'appelait la meilleure maman du monde. En balayant, le long manche du balai monta un peu trop haut. Il toucha légèrement le bas de l'horloge. Ce n'était qu'un petit coup, mais c'était suffisant. L'horloge vacilla sur son crochet pendant un instant, puis elle tomba. Elle heurta le plancher en bois avec un bruit fort et terrible. La couverture en verre se brisa en 100 petits morceaux. Les aiguilles de l'horloge étaient tordues et cassées. Elle était complètement détruite. Véronica se figea. Le balai tomba de ses mains.
Elle fixa l'horloge brisée sur le sol, et son cœur commença à battre avec une peur profonde et froide. C'était un accident, un simple accident stupide. Mais elle savait. Elle savait que dans les yeux de Steve, ce ne serait pas un simple accident. Dans son nouveau monde en colère, ce serait un crime. Elle s'agenouilla et commença à ramasser soigneusement les plus gros morceaux de verre brisés. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine les tenir. Elle pensa à essayer de le cacher. Peut-être qu'elle pourrait balayer le verre, mettre l'horloge cassée à la poubelle, et il ne remarquerait pas son absence pendant quelques jours. Mais elle savait que ce serait mal. Elle lui avait toujours appris à être honnête, à assumer ses erreurs. Elle devait faire de même. Elle mit les morceaux cassés dans une petite boîte et attendit. Elle s'assit dans la cuisine, les mains serrées sur ses genoux, et elle attendit que son fils rentre à la maison. Chaque minute semblait durer 1 heure. Le soleil commença à se coucher, et la maison devint sombre. Elle n'alluma pas les lumières. Elle resta assise là, dans l'ombre, attendant la tempête. Enfin, elle entendit sa voiture dans l'allée. Elle entendit sa clé dans la porte. Il entra dans la maison et alluma la lumière du couloir. « Pourquoi est-ce si sombre ici ?» demanda-t-il, sa voix déjà pleine d'irritation. Il entra dans le salon et s'arrêta. Il regarda l'espace vide sur le mur où son horloge magnifique était autrefois. « Où est mon horloge ?» demanda-t-il, sa voix basse et dangereuse. Véronica sortit de la cuisine, son corps tremblant. « Steve » commença-t-elle, sa voix faible et tremblante. « Je suis tellement désolée. Il y a eu un accident. » Il se tourna pour la regarder, les yeux plissés. « Quel genre d'accident ?»« Je nettoyais » expliqua-t-elle, ses mots se précipitant. « Je balayais le sol et le manche du balai a juste touché l'horloge un tout petit peu, et elle est tombée. Je suis tellement désolée, Steve. C'était un terrible accident. On peut en acheter une nouvelle. Je la paierai avec mes économies. » Il ne semblait pas écouter son explication. Il la fixa, et son visage commença à changer. L'irritation disparut. Elle fut remplacée par une rage profonde et terrifiante. Son visage devint rouge, et ses mains se serrèrent en poing à ses côtés. « Un accident » siffla-t-il, faisant un pas vers elle. « Tu es toujours si maladroite, si négligente. Tu casses tout ce que tu touches. Cette horloge était chère. »« Je sais. Et je suis tellement désolée, » plaida-t-elle, reculant d'un pas. « S'il te plaît, Steve, ne sois pas si en colère. Ce n'était qu'un objet. On peut le remplacer. »« Un objet ?» cria-t-il, sa voix résonnant dans la maison silencieuse. « Ce n'est pas juste à propos de l'horloge. C'est à propos de toi. Jessica avait raison. Tu fais ça exprès. Tu ruines tout ce qui est à moi. Tu ruines tout ce qui me rend heureux. » Il était maintenant devant elle, la dominant. Véronica n'avait jamais eu peur de son fils auparavant. Mais maintenant, elle était terrifiée. L'homme qui se tenait devant elle n'était pas son garçon. C'était un étranger avec de la haine dans les yeux. Et puis, il fit l'impensable. Il leva la main et la frappa. Il frappa sa mère au visage. La force du coup était si forte qu'elle la fit trébucher en arrière. Elle trébucha sur un petit tapis et tomba au sol. Le côté de sa tête heurta la jambe d'une table basse. Une douleur explosa derrière son œil, une douleur aiguë et aveuglante. Elle resta là, sur le sol, complètement abasourdie. Son esprit ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Son fils, son Steve, l'avait frappé. Mais il n'avait pas fini. La rage l'avait complètement consumé. Il se tenait au-dessus d'elle, le visage tordu par la colère. « C'est à cause de toi qu'elle m'a quitté » cria-t-il sur elle. « C'est à cause de toi que j'étais si misérable. » Il la frappa d'un coup de pied. Il la frappa dans les côtes, sa chaussure heurtant ses côtes avec un bruit sourd et écœurant. Un cri de douleur échappa aux lèvres de Véronica. Elle se recroquevilla en une petite boule sur le sol, essayant de se protéger. Elle leva les bras pour couvrir sa tête alors qu'il continuait à crier, ses mots cruels la blessant plus que ses poings. Quand sa rage fut enfin épuisée, il s'arrêta. Il resta là, respirant lourdement, regardant la petite femme brisée sur le sol. Il n'y avait aucun regret dans ses yeux, aucune honte. Il n'y avait qu'une satisfaction froide et dure. « Tu l'as cherché »
dit-il, sa voix dégoulinante de mépris. C'est ce que tu mérites pour avoir ruiné ma vie. Depuis que j'ai recommencé à voir Jessica, depuis que j'ai commencé à l'écouter au lieu de toi, je me sens enfin comme un homme. Elle avait raison à ton sujet. Elle avait raison sur tout. Il se retourna et s'éloigna, la laissant là sur le sol froid. Véronica resta allongée longtemps, incapable de bouger. Son corps était une symphonie de douleur. Son côté lui faisait mal, sa tête battait, et son œil commençait déjà à se fermer sous le gonflement. Mais la douleur physique n'était rien comparée à la douleur dans son cœur. Il l'avait frappée, et il l'avait fait pour elle, pour Jessica. Cette prise de conscience fut un coup dévastateur final. Ce n'était pas juste un moment de colère à cause d'une horloge cassée. C'était une punition pour ne pas être la belle-mère maléfique que Jessica avait dépeinte. Il l'avait blessée pour prouver sa loyauté envers une autre femme. Lentement, douloureusement, Véronica se releva du sol. Elle s'accrocha au meuble pour ne pas tomber. Chaque partie de son corps hurlait de protestation. Elle regarda son reflet dans l'écran sombre de la télévision. Son visage était déjà enflé. Son œil prenait une teinte violette foncée. Elle était brisée. Il l'avait brisée. Pas seulement son corps, mais son esprit. L'amour qu'elle avait porté dans son cœur pour lui pendant plus de 30 ans semblait s'être transformé en cendres. Le garçon qu'elle avait élevé, le garçon qu'elle avait promis d'aimer et de protéger, était parti. À sa place se trouvait un monstre. Et à cet instant, dans la maison sombre et silencieuse, avec le goût du sang dans la bouche et la froide vérité dans son cœur, Véronica prit une décision. Elle ne pouvait pas rester ici. Elle ne resterait pas ici. Elle en avait fini. Elle rentrait chez elle, et elle ne reviendrait jamais. Pendant longtemps, Véronica ne bougea pas de sa place dans le salon. L'obscurité de la maison était un réconfort. Elle cachait le désordre. Elle cachait le gonflement de son visage, et elle cachait l'espace vide terrible sur le mur où l'horloge était autrefois. Mais l'obscurité ne pouvait pas cacher la douleur. La douleur dans son corps était une douleur profonde et lancinante. Ses côtes semblaient en feu à chaque respiration. Le côté de sa tête était un nœud chaud et douloureux d'agonie. Mais cette douleur, la douleur du corps, était une petite chose. C'était un écho lointain comparé au grand cri silencieux qui déchirait son âme. Son fils, le garçon qu'elle avait bercé dans ses bras, le garçon dont elle avait apaisé la fièvre avec un linge humide, le garçon pour qui elle avait tout sacrifié. Il lui avait fait cela. Lentement, comme une très vieille femme, elle se releva. Chaque muscle de son corps protestait. Elle s'accrocha au dossier d'un canapé, ses jointures blanches. Elle devait partir. Elle ne pouvait pas passer une minute de plus dans cette maison. Ce n'était plus un foyer. C'était un lieu de violence. C'était la scène d'un crime, un crime contre l'amour d'une mère. Elle ne fit pas de valise. Toutes ses affaires, ses vêtements, ses livres, cela n'avait pas d'importance. La seule chose qui comptait était de sortir. Elle marcha, un pas douloureux à la fois, vers la porte d'entrée. Elle ne regarda pas la chambre de son fils. Elle ne voulait pas voir la porte fermée qui cachait le monstre qu'il était devenu. Elle prit ses clés de voiture dans le petit plat près de la porte. Elle prit son sac à main. Ses mains tremblaient, mais son esprit était étrangement calme. C'était le calme qui vient après une grande tempête, quand tout a été détruit, et qu'il ne reste plus qu'à marcher à travers les décombres. Elle ouvrit la porte d'entrée et sortit dans l'air frais de la nuit. L'air faisait du bien sur son visage chaud et enflé. Elle ne regarda pas en arrière. Elle marcha vers sa petite voiture simple, celle qu'elle conduisait depuis 10 ans. Elle s'assit, et le siège familier semblait être le seul endroit sûr au monde. Elle démarra le moteur et s'éloigna. Elle s'éloigna de la grande maison sombre. Elle s'éloigna du fils qu'elle ne connaissait plus. Elle s'éloigna de la vie qu'elle avait si durement essayé de construire pour lui. Sa petite maison était à environ 20 minutes. Elle l'avait gardée toutes ces années, la louant à un gentil jeune couple, mais ils avaient déménagé quelques mois auparavant, et la maison était vide. Elle avait prévu de trouver de nouveaux locataires, mais elle avait été trop occupée à prendre soin de Steve. Maintenant, elle était tellement reconnaissante qu'elle soit vide. Elle l'attendait. C'était son sanctuaire. La route fut un flou. Les lampadaires passaient comme des étoiles jaunes endormies. Quand elle arriva enfin dans sa petite allée, une vague de soulagement l'envahit,
si forte qu'elle faillit la faire pleurer. C'était son endroit, un endroit qu'il ne pouvait pas toucher. Elle déverrouilla la porte d'entrée et entra. L'air était un peu poussiéreux, un peu vicié, mais c'était l'odeur de la maison, sa maison. Elle alluma une petite lampe dans le salon. La lumière projetait une lueur douce et gentille sur ses propres meubles, ses propres photos sur le mur, une photo de ses parents, une photo d'elle d'il y a longtemps, souriant sur une plage. Il n'y avait pas de photo de Steve ici. Cet endroit était juste à propos d'elle, Véronica. Elle entra dans la petite salle de bain et alluma la lumière, et pour la première fois, elle se vit dans le miroir. La femme qui la regardait était une étrangère. Son visage était un désastre de couleurs. Son œil gauche était presque complètement fermé, entouré d'un anneau sombre et laid de violet et de bleu. Sa joue était gonflée et rouge. Il y avait une petite traînée de sang séché sur sa lèvre. Elle avait l'air brisée, battue. Elle fixa son reflet longtemps. Le choc de ce qu'elle voyait était comme un second coup. Ce n'était plus juste un sentiment. C'était réel. C'était la preuve. C'était le visage de la trahison de son fils. Les larmes qu'elle avait retenues arrivèrent enfin. Ce n'étaient pas des larmes bruyantes et hystériques. C'étaient des larmes silencieuses et chaudes qui coulaient de son œil valide et traçaient un chemin sur sa joue enflée. Elle pleura pour la mère qu'elle était autrefois. Elle pleura pour le fils qu'elle avait perdu, et elle pleura pour les 30 ans d'amour qui s'étaient terminés ainsi, avec une horloge cassée, un visage brisé, et un miroir poussiéreux. Elle lava son visage doucement avec de l'eau froide, grimaçant lorsque le tissu touchait sa peau meurtrie. Puis elle alla dans sa propre chambre, dans son propre lit, et s'allongea. Elle ne dormit pas. Elle resta là dans l'obscurité, et elle pensa. Son esprit remonta tout au début. Elle pensa au jour où elle l'avait ramené de l'orphelinat. Le petit bébé enveloppé dans une couverture bleue. La promesse qu'elle lui avait faite, et à elle-même. Je te protégerai toujours. Elle avait tenu cette promesse. Elle l'avait protégé de la vérité qu'il avait été trouvé dans une poubelle, la vérité que ses propres parents biologiques ne voulaient pas de lui. Elle lui avait donné son nom, son foyer, son amour. Elle avait construit un mur d'amour autour de lui pour que la tristesse de ses débuts ne le touche jamais. Elle avait tout fait pour lui épargner la douleur. L'ironie était si cruelle qu'elle en était presque drôle. Elle avait passé toute sa vie à le protéger d'une vérité douloureuse, seulement pour qu'il lui inflige une douleur physique réelle et brutale. Il était devenu la chose même dont elle avait essayé de le sauver, une personne capable d'abandonner quelqu'un qu'il aimait. Allongé dans le silence de sa vieille chambre, l'amour dans son cœur commença à changer. Il ne disparut pas, mais il se refroidit. Il se durcit. Il passa de quelque chose de doux et chaleureux à quelque chose de froid, de tranchant et de clair. Il n'était plus le petit garçon qu'elle devait protéger. C'était un homme qui avait fait un choix terrible, un homme qui avait écouté le poison d'une femme égoïste et l'avait utilisé pour justifier de faire du mal à sa propre mère. L'amour était toujours là, une racine profonde et douloureuse dans son âme. Mais un autre sentiment grandissait à ses côtés maintenant, un sentiment de détermination, un sentiment de justice. Il avait brisé l'horloge de son fils. Il avait brisé le corps de sa mère. Mais il ne briserait pas son esprit. Elle lui avait tout donné. Maintenant, elle allait tout reprendre. Alors que la première lueur de l'aube commençait à filtrer par la fenêtre, Véronica s'assit. La douleur était toujours là, un feu sourd constant. Mais son esprit était décidé. Les larmes avaient disparu. Ses yeux étaient clairs. Elle savait ce qu'elle devait faire. D'abord, elle appellerait son avocat. Elle avait un testament qui laissait tout ce qu'elle possédait à son fils bien-aimé, Steve. Elle le changerait. Elle le déshériterait. Il n'aurait pas sa maison. Il n'aurait pas ses économies. Il n'aurait rien. Il n'était plus son héritier. Il n'était plus son fils. Ensuite, elle appellerait la banque. Quand il avait acheté cette grande maison coûteuse, il avait eu besoin d'un garant pour le prêt, quelqu'un pour promettre à la banque que s'il ne pouvait pas payer, il le ferait. Véronica avait signé ses papiers sans réfléchir. Elle avait mis sa propre sécurité financière en jeu pour lui. Elle appellerait la banque et ferait retirer son nom. Qu'il se débrouille tout seul comme un vrai homme. Qu'il voit à quel point la vie était facile sans le soutien de sa mère. Et troisièmement, et c'était la partie la plus difficile, elle irait à la police.
Ce n'était pas juste une dispute familiale qui était allée trop loin. C'était un crime. Ce qu'il avait fait s'appelait une agression. C'était illégal. Il ne pouvait pas s'en tirer comme ça. Il devait affronter les conséquences de ses actes, pas seulement de sa part, mais de la loi. Elle ne cacherait pas sa honte. Elle ne le protégerait pas de cela. C'était la nouvelle promesse qu'elle se fit, allongée dans son lit avec un visage meurtri et brisé. Elle avait passé sa vie à le protéger de la vérité. Maintenant, elle utiliserait la vérité pour se protéger elle-même. L'ère des secrets était terminée. L'ère des conséquences venait de commencer. Le matin après la nuit la plus terrible de sa vie, Véronica ne resta pas au lit. Elle se leva avec le soleil. Chaque mouvement était un rappel douloureux de ce qui s'était passé. Elle se regarda à nouveau dans le miroir. Les bleus autour de son œil s'étaient intensifiés pendant la nuit, devenant un violet sombre et en colère. C'était le visage d'une victime. Mais à l'intérieur, elle ne se sentait pas comme une victime. Elle se sentait comme un soldat se préparant pour une bataille qu'elle n'avait jamais voulu mener. Son premier appel fut à son avocat, un homme gentil et plus âgé nommé Monsieur Harris, qu'elle connaissait depuis des années. Quand sa secrétaire l'a mis en relation, sa voix était chaude et amicale. « Véronica, comment vas-tu ce beau matin ?» demanda-t-il joyeusement. Véronica prit une profonde inspiration. « Monsieur Harris, » dit-elle, et sa voix était un murmure rauque et calme. « J'ai besoin de vous voir aujourd'hui. J'ai besoin de changer mon testament. » Il y eut une pause à l'autre bout de la ligne. Monsieur Harris pouvait entendre la douleur dans sa voix. « Bien sûr, Véronica, » dit-il, son ton maintenant sérieux et préoccupé. « Est-ce que tout va bien ?»« Non, » dit-elle simplement. « Rien ne va. Je serai à votre bureau dans 1 heure. » Avant de quitter sa maison, elle fit quelque chose qu'elle pensait ne jamais avoir le courage de faire. Elle prit une photo. Elle leva son téléphone et prit une photo claire et lumineuse de son visage meurtri et enflé. Elle ne pleura pas. Elle regarda simplement l'image à l'écran. C'était sa preuve. C'était la vérité. Au cabinet de l'avocat, le visage gentil de Monsieur Harris s'effondra quand il la vit. Il la conduisit doucement dans son bureau privé et ferma la porte. « Mon Dieu, Véronica, que t'est-il arrivé ?» Et pour la première fois, elle raconta l'histoire. Elle lui raconta tout. Elle parla des mensonges de Jessica, de la colère de Steve, et de l'horloge cassée. Elle lui dit comment son fils, le fils qu'elle avait élevé et aimé, l'avait frappé et donné un coup de pied. En parlant, elle ne pleura pas. Sa voix était plate et stable. Elle énonçait simplement les faits. Quand elle eut fini, Monsieur Harris resta silencieux longtemps. Il la regarda avec une profonde tristesse. Enfin, il parla. « Véronica, ce n'est pas juste une affaire familiale. C'est une agression. Tu dois aller à la police. »« Je sais, » dit-elle, sa voix ferme. « C'est ma dernière étape aujourd'hui. D'abord, j'ai besoin de votre aide. Je veux retirer Steve de mon testament complètement. Il ne doit rien avoir. Je veux que tout ce que je possède soit donné à l'orphelinat où je l'ai trouvé. » Monsieur Harris hocha lentement la tête. « Je comprends. Nous pouvons faire cela tout de suite. » Ensuite, ils appelèrent la banque. Elle expliqua la situation, qu'elle n'était plus disposée à être garante du prêt immobilier de son fils. Le directeur de la banque fut compréhensif, et ils commencèrent le processus officiel pour retirer son nom. En quittant le cabinet de l'avocat, Véronica ressentit une étrange sensation de légèreté. Elle avait coupé les cordes. Les liens financiers qui la liaient à son fils étaient maintenant tranchés un par un. Elle avait passé sa vie à lui donner. Maintenant, c'était fini. Pendant ce temps, dans la grande maison silencieuse, Steve se réveilla tard. Sa tête battait. Pendant un moment, il ne se souvenait pas pourquoi il se sentait si étrange. Puis tout lui revint en mémoire, la dispute, l'horloge cassée, sa mère sur le sol. Il ressentit une petite lueur laide de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, mais il la repoussa rapidement. Il se dit que c'était sa faute à elle. Elle l'avait poussé. Elle avait été maladroite. Elle avait ruiné ses affaires. Il entra dans le salon. Les morceaux cassés de l'horloge avaient disparu. Le sol était propre. Il parcourut la maison. La porte de la chambre de sa mère était ouverte, et le lit était soigneusement fait.
Mais elle était partie. Sa voiture était partie. Il ressentit un moment de panique. Où était-elle allée? Puis la colère revint, alimentée par les mots venimeux de Jessica. Elle fait ça juste pour attirer l'attention. Elle essaie de me faire sentir coupable. Elle est probablement chez elle, attendant que je vienne m'excuser. Eh bien, il décida qu'il ne s'excuserait pas. Il prit son téléphone et appela la seule personne qu'il savait comprendrait. Il appela Jessica. « Salut », dit-il quand elle répondit. « Tu peux venir ? Il s'est passé quelque chose. » Quand Jessica arriva, elle entra dans la maison avec un sourire lumineux et joyeux. « Salut, chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu avais l'air si sérieux au téléphone. » Steve lui raconta ce qui s'était passé. Il lui parla de l'horloge cassée, de la dispute, et de ce qu'il avait fait à sa mère. En parlant, il observait son visage, attendant sa réaction. Au début, Jessica fit semblant. Elle mit sa main sur sa bouche, les yeux écarquillés de choc fin. « Oh, Steve, tu n'as pas fait ça. Tu l'as frappé. Mon Dieu, c'est tellement dur. Tu n'aurais pas dû faire ça. » Elle semblait inquiète, comme n'importe quelle personne normale l'aurait été. C'était une très bonne actrice. Steve ressentit à nouveau cette lueur de culpabilité. « Je sais, » marmonna-t-il. « J'ai perdu le contrôle. J'étais tellement en colère. » Jessica vint s'asseoir à côté de lui sur le canapé. Elle posa une main réconfortante sur son bras. Elle attendit un moment, laissant sa fausse sympathie faire effet. Puis son ton changea. Sa voix devint un murmure doux et sucré, comme un serpent dans un jardin. « Mais tu sais, » dit-elle, le regardant dans les yeux, « même si c'était dur, elle l'a un peu mérité, tu ne trouves pas ?» Steve la regarda, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Eh bien, réfléchis, » dit Jessica, sa voix pleine d'une logique manipulatrice. « Elle a essayé de te contrôler toute ta vie. Elle a brisé notre mariage. Elle a été un obstacle à ton bonheur pendant des années. Ce que tu as fait, c'était mal, oui, mais c'était aussi l'action d'un homme qui se lève enfin pour lui-même. Tu l'as enfin remise à sa place. Tu lui as montré que tu n'es plus son petit garçon. Tu es un homme. Mon homme. » Elle se pencha et l'embrassa. Et en l'embrassant, toute la culpabilité de Steve s'envola, remplacée par un sentiment de fierté. Jessica avait raison. Il était un homme. Il avait défendu leur relation. Il l'avait choisi. Il se sentait fort, puissant. « Elle est partie, » lui dit Steve. « Je pense qu'elle est retournée chez elle. »« Bien, » dit Jessica avec un sourire lumineux et triomphant. « Maintenant, cette maison peut enfin être à nous. Juste toi et moi. Personne d'autre pour interférer. » Elle regarda autour du grand salon propre. « En fait, » dit-elle, les yeux pétillants, « pourquoi ne pas emménager mes affaires aujourd'hui? Il n'y a aucune raison d'attendre, n'est-ce pas? » Et ainsi, pendant que Veronica était au poste de police, son visage meurtri et douloureux témoignant de la trahison de son fils, Jessica emménageait joyeusement ses vêtements coûteux dans l'ancienne chambre de Veronica. Elle remplaçait les affaires simples de Veronica par les siennes, l'effaçant, revendiquant la maison comme son propre territoire. La dernière étape de Veronica ce jour-là fut la plus difficile. Elle entra dans le poste de police local. L'officier de police, une femme d'apparence gentille, vit son visage et son expression se remplit immédiatement d'inquiétude. Veronica n'eut pas à dire un mot. Elle fut conduite dans une petite pièce privée, et elle raconta son histoire une fois de plus. Elle montra à l'officier la photo qu'elle avait prise sur son téléphone. Elle était calme. Elle était claire. Elle déposa une plainte officielle. Quand elle sortit du poste de police dans le soleil de l'après-midi, elle ne ressentit ni victoire ni satisfaction. Elle ressentit juste une profonde et immense tristesse. Elle avait fait ce qu'elle devait faire. Les lourdes roues de la justice tournaient maintenant. Ce soir-là, 2 officiers de police frappèrent à la porte de la grande maison de Steve. Jessica répondit, portant une chemise de Steve, ayant l'air complètement chez elle. Steve vint à la porte, et quand il vit la police, son visage pâlit. L'orgueil et le pouvoir qu'il avait ressenti quelques heures auparavant disparurent en un instant, remplacés par une peur froide et écœurante. « Steve, » dit l'un des officiers, lisant sur un carnet. « Nous avons un rapport d'une agression qui a eu lieu ici hier soir.
Nous avons besoin que vous veniez avec nous. » Alors qu'il le mettait à l'arrière de la voiture de police, il regarda sa maison, la maison que sa mère l'avait aidé à acheter, la maison que sa mère avait transformée en foyer. La maison où Jessica se tenait maintenant sur le porche, regardant avec un petit sourire indéchiffrable sur le visage. Et à cet instant, Steve commença à comprendre que le prix d'être l'homme de Jessica allait être beaucoup plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. La nouvelle de l'arrestation de Steve se répandit comme un vent froid à travers sa vie, faisant tout voler en éclats. L'entreprise pour laquelle il travaillait le suspendit immédiatement. Ses amis, quand ils apprirent ce qu'il avait fait à sa propre mère, cessèrent de l'appeler. Le monde qu'il s'était construit, un monde de succès et de respect, s'effondra en poussière en quelques jours. Il était seul, face aux terribles conséquences d'une seule nuit de rage. Le soutien de Jessica, qui semblait si fort et doux, s'avéra être aussi fragile que du verre. Quand elle réalisa que Steve pourrait perdre son emploi, qu'il y aurait de gros frais juridiques, et que la belle maison elle-même était maintenant en danger parce que Veronica avait retiré son soutien, l'amour et l'admiration dans ses yeux disparurent. Ils furent remplacés par une colère froide et pratique. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive », se plaignait-elle, faisant les 100 pas dans le salon de la maison qu'elle avait si récemment revendiqué. « C'est un désastre. Comment sommes-nous censés payer pour tout ça? Tu m'as dit que tu étais un homme prospère. » Elle ne s'inquiétait pas pour lui. Elle s'inquiétait pour le mode de vie qu'il lui offrait. La base de leur relation n'était pas l'amour. C'était l'argent. Et maintenant que l'argent était en danger, la relation l'était aussi. Le jour de l'audience au tribunal arriva. Veronica était assise d'un côté de la salle, calme et digne. Monsieur Harris était à ses côtés. Elle ne regardait pas Steve. Elle ne pouvait pas se résoudre à le regarder. Elle fixait simplement le juge droit devant elle, son visage calme, mais son cœur un orage d'émotions contradictoires. Steve était assis de l'autre côté avec son avocat. Il avait l'air d'une personne différente. Il avait perdu du poids. Son costume coûteux semblait trop grand pour lui. Son visage était pâle et rempli d'une peur et d'une désespérance qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il essayait sans cesse d'attirer son regard, son expression suppliante, mais elle ne lui donnait pas le réconfort de son regard. Les preuves étaient claires. Il y avait les photos de son visage meurtri. Il y avait son témoignage, livré d'une voix calme et stable. Il y avait les rapports de police. Steve ne nia pas ce qu'il avait fait. Il ne pouvait pas. Mais ensuite, son avocat souleva quelque chose de nouveau, quelque chose que Veronica n'avait jamais voulu voir révélé publiquement. Dans une tentative désespérée d'obtenir de la sympathie pour son client, l'avocat commença à parler des origines de Steve. Il parla de l'orphelinat, de l'abandon. Il essaya de dresser le portrait d'un homme troublé qui n'avait jamais connu ses vrais parents, un homme qui avait peut-être une colère profonde et cachée. Et ainsi, dans le cadre froid et formel d'une salle d'audience, le secret que Veronica avait gardé pendant plus de 30 ans fut enfin révélé. Le juge et les avocats parlaient, leur voix un bourdonnement lointain, mais elle ne pouvait voir que son fils. Elle se tourna enfin et le regarda. Elle vit son visage alors que la vérité le frappait. Sa bouche s'ouvrit légèrement. Ses yeux étaient écarquillés d'un nouveau type de choc, d'un nouveau type de douleur, la douleur d'un enfant perdu, pas juste d'un homme en colère. Il regarda Veronica, ses yeux posant une question silencieuse et désespérée. « Est-ce vrai ?» Veronica ne put donner qu'un petit hochement de tête presque imperceptible. Oui, c'était vrai. À cet instant, toute la colère, tous les mensonges de Jessica, tout le ressentiment qu'il avait porté, tout cela sembla s'effondrer. Tout ce qui restait était une vérité crue et dévastatrice. Cette femme, la femme qui l'avait blessé, n'était pas juste sa mère. C'était la seule mère qu'il ait jamais eue. Elle l'avait choisie. Elle l'avait sauvé. Elle l'avait aimé quand personne d'autre au monde ne voulait de lui. Et il l'avait repayé avec de la violence. La voix du juge les ramena au présent. Le verdict fut prononcé. Steve fut reconnu coupable d'agression. Il fut condamné à 2 ans de prison, suivi d'1 an et demi de travaux d'intérêt général. Il fut également condamné à payer une lourde amende de 150 000 $ à sa mère en compensation de son acte terrible. Après la fin de l'audience, la salle d'audience se vida lentement. Jessica était déjà partie. Elle s'était éclipsée dès que la peine de prison fut annoncée, disparaissant de sa vie aussi vite qu'elle y était revenue.
Steve resta là, un homme brisé. Il vit Veronica se préparer à partir, et avec un cri désespéré, il alla vers elle. Il tomba à genoux devant elle, là, dans la salle d'audience vide. Il se moquait de qui le voyait. « Maman », sanglota-t-il, sa voix épaisse d'une douleur nouvelle et insupportable. « Maman, je suis tellement désolée. Je ne savais pas. Je ne savais rien. J'étais un idiot. J'étais un monstre. S'il te plaît, pardonne-moi. » Veronica baissa les yeux sur son fils par choix, pas par le sang. Son cœur, qu'elle pensait transformé en pierre, souffrait d'une profonde pitié maternelle. Elle tendit la main et toucha doucement sa tête. « Je te pardonne, Steve », murmura-t-elle. Et les mots étaient vrais. Dans son cœur, la colère avait enfin cédé la place à une profonde tristesse. « Je te pardonne de m'avoir fait du mal, mais le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. » Il leva les yeux vers elle, ses yeux pleins d'un espoir désespéré et enfantin. « Puis-je revenir à la maison après tout ça? Pouvons-nous être une famille à nouveau ?» Veronica secoua lentement la tête, les larmes qu'elle avait retenues si longtemps commencèrent enfin à couler. « Non, mon fils, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Je ne te laisserai pas revenir chez moi, et il n'y aura pas d'héritage. Je t'ai dit que je te protégerai toujours, mais je ne peux pas te protéger de toi-même. Tu es un homme maintenant. Tu dois apprendre à survivre comme tout autre homme. Tu dois construire ta propre vie, une vie de bonté et d'honnêteté, dès le début. » C'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais eue à dire. C'était un acte d'amour, mais un amour dur, un amour qui devait lâcher prise. Les années qui suivirent furent difficiles. Steve purgea sa peine de prison. Ce fut une expérience dure et humiliante qui le changea à jamais. Quand il sortit, il n'avait rien. Pas de travail, pas de maison, pas d'argent. Il dut recommencer sa vie depuis le bas. Il travailla dur à des emplois simples et fit son service communautaire, parlant à des groupes sur la colère et la violence domestique. Il n'essaya jamais de contacter Veronica à nouveau. Il respecta ses souhaits. Il savait qu'il devait gagner sa place dans le monde par lui-même. Veronica vécut tranquillement dans sa petite maison. Elle utilisa l'argent de l'amende pour aider l'orphelinat où elle avait trouvé Steve tant d'années auparavant. Elle ne se maria jamais. Elle n'eut jamais d'autre enfant. Steve était et serait toujours son seul fils. Un jour, bien des années plus tard, elle reçut une lettre par la poste. Il n'y avait pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une carte simple. Sur la carte, d'une écriture soignée et prudente, il était écrit « Chère maman, j'espère que tu vas bien. J'ai un bon travail maintenant et un petit appartement. Je me marie le mois prochain. Elle s'appelle Sarah, et c'est une femme douce et gentille. Je lui ai tout raconté de mon passé, et elle m'a aidé à devenir un meilleur homme. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais je voulais que tu saches que j'essaie. J'essaie chaque jour d'être l'homme que tu méritais toujours comme fils. Merci pour ma vie. Merci pour tout. Je t'aimerai toujours, Steve. » Veronica serra la lettre contre son cœur, et elle pleura. C'étaient des larmes de tristesse pour tout ce qui avait été perdu, mais c'était aussi des larmes d'une paix calme et pleine d'espoir. Il était sur son propre chemin maintenant. Il se tenait enfin sur ses deux jambes. Et peut-être, juste peut-être, il avait enfin appris la véritable signification de l'amour. Chers spectateurs, cette histoire nous enseigne que l'amour ne consiste pas seulement à donner. Parfois, il s'agit de lâcher prise. Et elle nous montre que les trahisons les plus profondes peuvent venir de ceux que nous aimons le plus. Mais elle nous enseigne aussi que même après les tempêtes les plus sombres, une personne peut changer. Elle peut apprendre de ses terribles erreurs et commencer le long et difficile voyage vers la lumière. Soutenez-vous les actions et les décisions de Veronica? Auriez-vous laissé Steve revenir chez vous si vous étiez Veronica? Partagez vos pensées avec la communauté dans la section des commentaires. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émouvant. Si cette histoire vous a touché, donnez-lui un pouce levé, partagez-la avec votre famille et vos amis, et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. À la prochaine, soyez gentils les uns envers les autres. Souvenez-vous toujours, chez Virtuous Stories, nous aimons.